Justement, on va jaser un petit peu de politique. Et là, je vois le débat actuellement à RDI avec le panel de Sébastien Bovet, Dimitri Soudas, Jean-François Lisée, Mme Boivin. Il y a quelques secondes, la question, c'était quel visage sur la monnaie québécoise? Oh. On peut pas ne pas mettre René Lévesque, je pense, sur les billets de 20. Ça pourrait même être des René, peut-être, au lieu des dollars québécois. Mais c'était le débat il y a quelques instants, donc, sur RDI. Donc, ça fait jaser cette histoire-là, cette proposition-là du Parti québécois, devenant le cas où le Québec deviendrait souverain, d'avoir sa propre monnaie. Puis, je vous le dis, ça tranche avec 95. Je vous le dis pour les plus jeunes, parce que en 95, le plan, c'était de garder le dollar canadien, tellement que le UR, le dollar canadien, faisait le haut du oui sur plusieurs pancartes du référendum en 1995. On va parler de tout ça avec notre invité. Il était en conseil national à Sherbrooke au cours du week-end. Il est député du PQ dans le comté de Jean Talon. Là où tout a commencé, je pense qu'on peut dire comme ça pour le PQ. M. Pascal Paradis qui est avec nous en studio. M. Paradis, bonjour. Bonjour à tous les trois. Joyeux anniversaire. Merci. Pareil que j'ai entendu dire que vous avez eu un beau souper vendredi. Oui, pour très célébrer beau ça. Souper, puis, avec du bon vin. Exactement Québécois. ça. Puis, Québécois. Vous savez que je suis un enfant du PQ, moi, là. Je suis né le 15 novembre 76. Une date importante. Mais on les aime, les enfants du PQ. Puis d'ailleurs, il y avait plein de jeunes en fin de semaine. On était 600 à Sherbrooke. Oui, au Conseil national. Beaucoup de jeunes dont c'était le premier Conseil national. Même certains, le premier événement politique. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir leur enthousiasme. Ils sont là pour entendre parler des solutions qui concernent les problèmes quotidiens des Québécois. Et que pour solutionner vraiment ces problèmes-là, on a besoin de l'indépendance du Québec, parce qu'on continue à avoir une main attachée dans le dos avec Ottawa qui décide à notre place. Alors, c'est intéressant là-dessus. Notre collègue Louis Lacroix disait ce matin que ça avait quasiment l'air plate, le Conseil national, dans le sens où il n'y a plus de chicane au PQ. Tu sais, on est loin de l'époque du SPQ libre, rappelez-vous, là. Je ne sais pas si vous étiez militant dans ce temps-là, mais il y a souvent eu des chicanes au PQ, là, sur, mettons, M. Bouchard qui était passé souverainiste, M. Landry qui était passé pressé. C'est comme nouveau, ça, pas de chicane au PQ. C'est-tu plate ou... je comprends que pour certains médias, ils peuvent bien s'ennuyer de ces chicanes-là parce que ça fait plus de... la bonne copie. Ça fait de la bonne copie. Ben oui. En réalité, il y a plein de discussions vigoureuses et très rigoureuses aussi. C'est ce qu'on a dit qu'on allait faire de la politique de rigueur. Donc, en fin de semaine, le thème de notre Conseil national, c'était les PME et la richesse dans les régions. Donc, pendant 2 jours, il y a des experts qui sont venus. On a eu des ateliers. Moi, j'ai présenté le résultat de la tournée que j'ai effectuée depuis 1 an partout au Québec. J'ai rencontré une centaine d'entreprises, des PME, des organisations partout au Québec. Puis là, on prépare un plan. On a déjà fait des annonces sur ce qu'on voulait faire de ce côté-là. On a eu des conseils nationaux sur l'habitation, sur la santé, sur l'éducation. Et donc, on travaille avec beaucoup de rigueur. Puis oui, il y a des débats. Mais c'est vrai qu'on est ailleurs dans notre façon de travailler. Les statuts ont été changés il y a quelques années. Puis l'idée, c'est d'être le plus pragmatique possible, d'avoir des discussions, puis de proposer, d'être vraiment en action pour être efficace. Non seulement là, dans le débat qu'on a régulièrement à l'Assemblée nationale, mais dans le fait que si tu veux bien faire ton rôle d'opposition, il faut que tu sois dans le rôle de la construction d'une alternative. De voici ce qu'on vous propose, puis voici ce qu'on va être comme gouvernement. Puis voici ce qu'on vous offre aussi pour la vision à long terme. Parce que si on veut changer les choses, si on veut vraiment que le Québec puisse se propulser en avant puis être plus prospère, il faut arrêter d'envoyer 90 milliards de notre argent au fédéral. On parlait de beaucoup de paperasse en fin de semaine. Les PME puis les organisations partout au Québec nous ont dit qu'il y a de la paperasse, puis notamment, il y a plein de dédoublements. On remplit plein de formulaires qu'on envoie à Ottawa, alors que le Québec a des programmes aussi. Fait que nous, on vous propose la plus grande opération de simplification administrative de l'histoire. On va se débarrasser du gouvernement de trop à Ottawa. OK, on en parlera peut-être de ça tantôt, mais d'abord, il faut que je vous amène sur votre politique monétaire, peut-être appelons ça comme ça, ou votre stratégie. C'est assez audacieux, proposer une monnaie québécoise, surtout qu'en 95, c'était clair que le plan, c'était de garder le dollar canadien. Peut-être avant d'entrer dans les détails, est-ce qu'il y a eu une réflexion sur... Moi, je trouve ça risqué là, de présenter ça comme ça aux Québécois à 1 an de l'élection. Ça peut rendre des gens nerveux. Avez-vous hésité, réfléchi? Comment vous avez pris cette décision-là de dire, OK, on va arriver 1 an avant l'élection avec une monnaie québécoise. On va proposer ça aux Québécois. C'est très réfléchi et non, ce n'est pas risqué. C'est un plan qui est très crédible, qui assure la stabilité, autant pour les personnes qui nous écoutent que pour l'économie du Québec. C'est basé sur des expériences récentes. Il y a une trentaine de pays qui ont accédé à l'indépendance depuis les années 80. Il y a 28 nouvelles banques centrales qui ont été créées.
Plusieurs de ces pays-là ont leur propre monnaie. Lesquels, mettons? Nous, on a c'est-tu des monnaies solides? C'est-tu des... Ben oui, mais il y en a plein. Mais je vais vous donner les exemples qui sont le plus comparables avec le Québec pour la taille de l'économie, la population, les infrastructures financières. Parlons de la Suède. Parlons de la couronne suédoise. Ouais. Parlons du Danemark, de la couronne danoise. Parlons de la Suisse et de son franc. Ce sont des économies des pays similaires aux nôtres. Eux, ils sont proches de la zone euro. C'est établi depuis toujours. Oui, mais dites aux Québécois que les Danois et les Suédois sont capables d'avoir leur banque centrale puis leur monnaie, et nous, on n'est pas capable au Québec. Ce discours-là, qui ignore complètement les données qu'on a, nous, dans le livre bleu, parce que ça fait 3 ans qu'on le travaille. On a parlé à des gens, peu importe leur opinion politique sur l'avenir du Québec. Okay? On a parlé à des gens qui sont dans la haute finance, qui sont dans les marchés financiers, qui sont parmi les plus grands experts sur ces questions-là. Ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus. On est arrivé, on a tout étudié. Ouais. La monnaie canadienne, garder la monnaie canadienne, garder la monnaie américaine ou adopter la monnaie américaine puis avoir une monnaie québécoise. Et ce qui est le mieux pour l'avenir du Québec, pour la stabilité de notre économie, c'est d'avoir des politiques financières, des politiques monétaires qui sont centrées sur nos intérêts, ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais à un moment donné, il va falloir aussi aller chercher la confiance des marchés internationaux. Parce que vous parlez de la couronne, vous parlez du franc suisse. Je veux dire, je ne sais pas ça fait combien de temps que ça existe, là, mais je veux dire, c'est des monnaies qui sont très, très, très établies depuis très, très longtemps, à ma connaissance. Là, du jour au lendemain, tu arrives avec un dollar québécois ou une monnaie québécoise. Qu'est-ce qui me garantit, par exemple, M. Paradis, que moi, comme citoyen, qu'est-ce qui me garantit... on dirait que notre pièce canadienne ne vaut plus rien, tellement qu'on n'a plus de pouvoir d'achat. On dirait que notre dollar vaut à peu près plus rien quand on va à l'épicerie, quand on va acheter des biens et tout ça. En quoi un dollar québécois me garantirait que j'aurais pas de perte de pouvoir d'achat actuellement? Bien, actuellement, la politique monétaire canadienne ne joue pas en votre faveur, Jérôme. Puis je ne joue pas en la faveur de la plupart des gens qui nous écoutent. Je ne joue pas en faveur de nos PME, de nos entreprises, parce que c'est le prix, c'est un prix Nobel d'économie qui a qualifié le Canada comme zone monétaire non optimale. Pourquoi? Parce que les intérêts de l'Ouest canadien, avec le cours du pétrole, les intérêts de l'économie ontarienne sont souvent opposés à ceux, par exemple, du Québec ou des provinces de l'Est. C'est légitime, leurs intérêts dans l'Ouest canadien, mais c'est pas les nôtres. Et donc, les politiques monétaires canadiennes ont souvent joué en défaveur du Québec. Donc, on n'est pas actuellement... Le Canada n'est pas une zone optimale. Bon. Le Québec, lui... D'abord, il faut qu'on soit conscient de ce qu'on a déjà. Demain matin, si le Québec était un pays indépendant, nous serions la 27e puissance économique de la planète en termes de PIB. Le PIB, c'est le produit intérieur brut par habitant. C'est la donnée la plus importante, c'est la richesse que chacun d'entre nous on a. On serait le 27e au monde. Donc, on serait dans une position qu'à peu près jamais aucun pays qui accédait à son indépendance n'a eu dans les dernières années. Puis il y en a eu plein, là, des nouveaux pays. On a l'autorité des marchés financiers. On a 70 000 personnes qui travaillent actuellement au Québec dans le domaine financier. On a des grandes banques comme la Banque nationale, la Desjardins, la Banque Laurentienne. On a Investissement Québec. On a un des plus grands fonds d'investissement qui s'appelle la Caisse de dépôt et placement du Québec. Donc, nous sommes déjà très avantageusement positionnés. Et nous, on propose un plan qui assure la stabilité. OK. Mais dans le concret, là, mettons, là, jour 1, puis là, je pense que ça se ferait pas au jour 1 de la souveraineté, mais jour 1 de la nouvelle monnaie québécoise, il se passe quoi sur le marché? Là? Présentement, on a un dollar canadien qui vaut grosso modo, dépendamment des jours, 71, 72 cents US. Jour 1 là, de la monnaie québécoise, il se passe quoi? Là? Combien en US ça va valoir, ça? Et comment on fait pour prévoir ça? Moi, c'est ça qui me stresse. Je veux garder mon pouvoir d'achat, tu sais. Bien, là, c'est que justement, le jour 1, il n'est pas exactement au moment où vous le mentionnez, Jérôme. Au lendemain d'un vote en faveur de l'indépendance, d'abord, il y a le moment où le Québec devient formellement indépendant. Et à ce moment-là, le plan, qui est en 7 étapes, prévoit une période d'environ 10 à 15 ans. C'est ça. Et la première étape, c'est le maintien du dollar canadien. Donc, tout le monde, les épargnes dans les comptes de tout le monde, ça reste en dollars canadiens. Toute la réglementation monétaire reste en vigueur. Pourquoi? Parce qu'on veut rassurer les marchés, on veut assurer de la stabilité, puis tout le monde a intérêt à ça. C'est de faire nos preuves. On essaierait de faire nos preuves un peu avant. C'est un peu ça? Et là, le Québec met en place d'abord des politiques qui favorisent la propulsion de notre économie en avant. Parce que ça aussi, c'est un autre lieu commun. Là. C'est « Ah, ça va mal au lendemain ». Il y a des exemples. La Slovaquie, par exemple, qui a eu un boom économique au lendemain de l'indépendance. Donc, tu mets en vigueur des politiques monétaires, des politiques financières qui assurent de propulser notre économie en avant. Et tu mets sur pied
une commission indépendante formée de grands experts des marchés, du milieu financier, des banques, des hauts fonctionnaires. Ça, c'est basé sur l'expérience de plein d'autres pays et c'est basé sur l'expérience canadienne qui a créé sa banque centrale en 1935 de cette façon-là. Donc, eux, ils ont un mandat de nous faire des recommandations. Nous, on prévoit que la voie en avant pour notre économie, ça va être la monnaie québécoise. Mais eux, ils vont avoir l'entière liberté de faire leurs recommandations puis de dire on a besoin de plus de temps ou on devrait aller plus vite. Et ensuite, au jour 1 de la création du dollar québécois, ou là, j'ai dit dollar parce que c'est le nom de la monnaie actuellement, mais il pourra s'appeler ça. On n'est pas rendu. Un René, mais au jour 1 de la monnaie québécoise, la monnaie québécoise est arrimée à la monnaie américaine. Nous, on prévoit que ça va être la monnaie américaine. Mais c'est dire au part. Mais ça, la valeur va être fixée par les experts dont on vient de parler. Donc, aujourd'hui, on peut pas le dire, parce que ça, c'est pas une question d'idéologie politique, c'est pas une question politique, c'est une question financière. Et là, n'oubliez pas qu'il y a plein de débats qui seront plus les mêmes, parce que là, l'indépendance, elle est réalisée. Donc, tout le monde a le même intérêt, c'est que ça fonctionne bien, qu'il y ait de la stabilité et qu'on ait la monnaie fixée au niveau le plus utile pour l'économie québécoise. Mais là, on le fixe au dollar américain. Mais ça, vous allez le fixer. Pendant un certain temps. Les marchés vont dire quoi? Parce que ma compréhension des marchés monétaires, je suis loin d'être un expert, mais ma compréhension, c'est que, par exemple, le dollar américain a une valeur X parce que c'est une valeur refuge, par exemple. On achète des dollars américains plutôt que de placer ça sur les marchés boursiers. Je veux dire, c'est les marchés en bout de ligne qui vont décider de la valeur de ça, non? Les marchés vont voir la solidité de l'économie québécoise, vont voir la solidité de nos infrastructures économiques et financières, vont voir qu'il y a un plan solide, crédible. Non, il faut arrêter de penser que c'est un pari, puis il faut se dire, voici ce qu'on a et voici ce qu'on va mettre de l'avant. Et là, je vous le dis, 28 nouvelles banques centrales qui ont été créées depuis les années 80. Il y a plein de monnaies qui ont été créées, puis il y a des pays qui sont de taille de l'économie, de la population, de l'infrastructure financière similaire au Québec et qui tirent leur épingle du jeu. Et quand on parle de la Suède et quand on parle du Danemark, c'est les économies parmi les plus prospères du monde depuis 50 ans. Mais la couronne n'a pas été créée dans les années 80 en Suède, je pense pas, en tout cas à ma connaissance. C'est une monnaie qui existe toujours aujourd'hui et les Suédois et les Danois ont choisi par référendum de continuer avec la couronne et de ne pas choisir l'euro parce qu'ils ont dit, nous autres, on veut que notre politique monétaire, puis on veut que nos politiques financières soient décidées par nous. Et ils ont beaucoup de succès. Donc, il faut voir ce que ça va créer comme opportunité pour le Québec d'enfin avoir une politique monétaire qui est centrée sur nos intérêts. Je vous écoute, puis j'entends votre optimisme, mais pour la personne qui nous écoute, la dernière nouvelle, la plus importante financière qu'on a eue au Québec, c'était notre décote. Est-ce que c'est pas un peu dur d'allier votre optimisme par rapport à l'économie québécoise indépendante? Est-ce que là, nous, on vit ici, nonobstant de la Suisse, nonobstant de la Suède? L'alternative, puis la situation budgétaire du Québec, elle dépend notamment du fait qu'on fait partie de la Fédération canadienne. Et actuellement, regardez le budget qui va peut-être être voté aujourd'hui. Regardez le niveau d'endettement au fédéral. Regardez le niveau de gaspillage de fonds publics au fédéral. Donc, il y a beaucoup de notre situation financière difficile actuellement qui dépend de ce gouvernement de trop, qui dépense sans compter avec notre carte de crédit depuis trop longtemps. Mais c'est le Québec qui a été décoté. Donc, oui, mais ça, on l'a manifesté à plusieurs reprises. Là, il y a le gouvernement qui est en place, qui, depuis 7 ans, a malheureusement des politiques financières, des politiques qui nous ont menés vers là. Donc, ils sont arrivés au pouvoir avec une marge de manœuvre importante, avec un surplus à chaque année. Puis là, ils l'ont transformé en le plus grand déficit de l'histoire du Québec. Ça dépend beaucoup de qui est au gouvernement et comment sont gérées les finances publiques. Là, aujourd'hui, on parle des infrastructures financières et monétaires du Québec. Et l'alternative, c'est de continuer à avoir une devise, à avoir une monnaie sur laquelle nous n'avons à peu près aucun contrôle et dont les fluctuations dépendent d'une politique monétaire qui n'est pas dans notre intérêt. Question d'un auditeur que je trouve intéressante aussi, M. Paradis. Au jour 1 là, de la nouvelle monnaie québécoise, mettons en 2045, jour 1, quelqu'un qui a ses REER, qui a ses placements en dollars canadiens, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, mettons que j'ai 100 000 en dollars canadiens dans soit un CELI ou peu importe. Là, parce que c'est la question qui revient 100 000,
québécois ou ça vaut 130 000 parce qu'on l'arrime sur le dollar américain? C'est que là, actuellement, faut se le redire, c'est un plan qui assure la stabilité des marchés puis la stabilité pour les épargnants. Donc, toute personne aujourd'hui, comme ça sera le cas avec une monnaie québécoise, peut avoir des placements dans la devise de son choix. Hein. Vous pouvez avoir aujourd'hui des placements en dollars américains. Donc, le plan prévoit au départ la continuation de l'utilisation du dollar canadien. Ça, c'est après la souveraineté. Avec un plan de transition, donc vers une monnaie québécoise. Mais au jour 1 de la nouvelle monnaie québécoise. Avec une commission indépendante qui va nous aider à établir aussi les modalités. OK, mais avez-vous la valeur réponse à la ça? façon de transférer. Parce que tantôt, vous disiez, on va s'enligner sur le dollar américain en gros. Donc, si j'ai 100 000 Canadiens, ça veut dire que si on s'arrime au dollar américain, ça veut dire que c'est 130 000. Là. Au début. Puis nous, c'est ce qu'on voit comme étant la solution optimale pour le Québec. N'oubliez pas. Nous, ce qu'on dit, c'est le dollar canadien au départ. Ensuite, l'adoption d'une monnaie québécoise qui, au départ, serait arrimée. Nous, ce qu'on prévoit, c'est le dollar américain pour ensuite devenir comme les monnaies, une monnaie normale. Parce que 100 000 en américain canadien, qui va fluctuer. Il vaut 70 000 dans le fond. Là. Mais là, toutes les règles de transition, la valeur, le taux de change, etc., on a le temps de regarder ça avec une commission indépendante qui n'aura comme mandat que de nous proposer les modalités, les solutions et les modalités dans le meilleur intérêt économique du Québec, parce qu'on sera dans un autre contexte. Là, aujourd'hui, on va avoir plein d'attaques. Là. Il y a plein de gens qui vont dire qu'au Québec, on n'est pas assez bon pour avoir une banque centrale. Les Danois, eux autres, sont capables. Les Suédois sont capables. C'est pas qu'on n'est pas assez bon. Les gens vont nous dire qu'il n'y a que des scénarios catastrophes, alors que l'expérience des dernières décennies a vu la mise au monde de plusieurs nouvelles banques centrales, des pays qui ont choisi, comme les Danois, comme les Suédois, d'avoir leur propre monnaie, puis qu'il y a plein d'expériences qui sont positives. Les gens vont toujours nous faire le scénario catastrophe. Nous, ce qu'on dit, c'est le scénario le plus réaliste, analysé, contre-vérifié par des experts qui ne pensent pas tous de la même façon sur l'avenir politique du Québec. Là. Mais c'est des gens qui disent ce qu'on veut. Là, on se place dans un scénario où on se dit oui, on se fait confiance. Bien, on va se faire confiance aussi sur le fait qu'on va être un des pays les mieux placés à avoir accès à son indépendance et à créer sa banque centrale et à créer sa monnaie. Qu'est-ce qui va se passer avec la dette du Canada dans tout ça? Là? Parce qu'à un moment donné, si les Québécois voient tout à la souveraineté, à un moment donné, il y a une partie de la dette fédérale qui nous revient aussi. Comment on va négocier ça? On va payer notre juste part? Comment on va... Êtes-vous rendu là un peu dans la réflexion sur les politiques monétaires, économiques et tout ça? Bon, ça, c'est une autre question qui n'était pas celle qui était traitée en fin de semaine, parce que là, pour que les auditeurs comprennent, nous, on est en train de dévoiler à intervalles réguliers des chapitres du livre bleu sur l'indépendance du Québec. Pourquoi? Parce que les gens nous ont dit « Hey, on veut comprendre c'est quoi votre vision du Québec indépendant. Paul Saint-Pierre Plamondon l'a promis, et on le fait. On fait ça tout en restant aussi très actif et très centré sur ce qui se passe dans l'actualité. Je le dis parce que les gens nous disent « Ouais, mais pourquoi vous faites ça? » Mais parce que, les médias nous posent toujours des questions, comme vous aujourd'hui, Jérôme. Là, vous allez avoir des détails sur la dette. Donc, sur la dette, on va en parler plus amplement dans un prochain chapitre, mais on l'a déjà analysé ça, dans le document Mm. sur les finances d'un Québec souverain qu'on a publié, c'était pas longtemps après mon élection en 2023, un des premiers événements auxquels j'ai participé. Et tout ça, c'est analysé. Et c'est la même chose. Ça, c'est un document là, qui fait une centaine de pages, qui a été préparé pendant des années, qui a été certifié par 6 économistes indépendants, là, qui ne sont pas des péquistes, puis qui ont dit ça, c'est réaliste parce que c'est basé sur le budget fédéral, les chiffres officiels du gouvernement fédéral, sur les chiffres du Québec et sur les règles qui ont été établies dans les expériences qui existent sur le partage de la dette. Il y a des règles qui s'appliquent parce que tout le monde, ce que les gens veulent, c'est de la stabilité. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec la dette? Il va y avoir un partage de la dette et un partage des actifs. Et ce que l'étude démontre, avec des chiffres, des tableaux, puis tout le monde, c'est disponible sur notre site Internet. Ce que ça démontre, c'est que le Québec, comme pays indépendant, serait un des pays les moins endettés en dette par habitant. Parmi les pays de l'OCDE et parmi les grandes puissances du monde, on serait super bien placé. Il faut que les gens comprennent à quel point le Québec a les reins solides pour assumer
son destin, devenir un pays, puis gérer ses affaires lui-même, qu'on gère nos affaires nous-mêmes. Comment vous allez faire pour rassurer les entreprises? Parce que, écoute, on n'a pas le choix de reculer à 1976. En 1976, Montréal était la métropole canadienne. Puis on dirait que depuis 1976, on a l'impression que c'est là que Toronto est devenu, a dépassé Montréal parce qu'il y a des entreprises qui sont parties, etc., à cause de la crainte de la souveraineté. Cette fois-ci, comment vous allez faire pour rassurer les entreprises canadiennes installées à Montréal qui vont peut-être être tentées de faire comme en 76 puis en 80 puis de lever les feutres? Ben, on est en train de le faire, là. Le livre bleu, c'est de démontrer, avec des analyses rigoureuses, chiffrées, contre-vérifiées par des experts, que le Québec a tout ce qu'il faut sur le plan économique. Et on est déjà... en 76 aussi, avec des Jacques Parizeau, puis il y avait quand même des têtes économiques aussi au PQ à l'époque. Là. Oui, mais justement, on construit sur 1980, on construit sur 1995 et on est rendu ailleurs. Nos jeunes, notamment, qui ont vu le monde entier, puis qui sont allés voir ce qui se passe partout dans le monde, en Asie, en Europe, en Afrique, en Amérique latine, en Océanie, ils reviennent puis ils disent « Hey, on excelle. On est dans les meilleurs au monde. On est capable. » Il y a 195 pays actuellement dans le monde. Bien, 193, je pense, reconnus aux Nations Unies, 2 pays observateurs. Puis nous, on est capable. Les Danois, les Finlandais, les Norvégiens sont capables d'avoir leur pays. Nous aussi, on est capable. Et nos entrepreneurs le voient de plus en plus. Je les ai vus là, partout au Québec, puis on en parle de l'indépendance. Fait que nos entrepreneurs, là, en Beauce, puis dans les Laurentides, puis en Gaspésie, partout. Au lendemain de l'indépendance, là, pensez-vous vraiment qu'ils vont se cacher en arrière de leur lit ou en dessous de la table de la cuisine en disant « Mon Dieu, on est un pays indépendant », ils vont faire ce qu'on sait faire le mieux au Québec parce qu'on est des grands entrepreneurs. Puis par rapport à on n'a rien à envier aux pays de notre taille ailleurs dans le monde. Ils vont se cracher dans les mains, ils vont saisir les opportunités parce que ça va être extraordinaire, notamment ici dans la capitale nationale. Là. Imaginez les investissements qui vont arriver. Imaginez ce qu'on va devoir réimaginer comme infrastructure. Vous êtes optimiste. C'est pas de l'optimisme, c'est du réalisme parce que pendant trop longtemps, on a accepté le discours des fédéralistes qui protègent le régime, qui protègent le statu quo. Montréal a reculé à partir de 1976, M. Paradis, en tout respect. Là, mais ça aussi, c'est intéressant. Toronto parce que, est devenu une métropole parce canadienne. qu'on accepte toujours, l'argument, puis là, ça nous revient que c'est normal, alors qu'on fait partie du même pays, que le Canada va nous punir parce qu'on décide de se tenir debout. Moi, quand j'entends parler notamment là, les gens de la Coalition Avenir Québec là, qui nous présentent leur constitution comme un bouclier, parce qu'on est sous attaque dans la Fédération canadienne, puis là, il faut se protéger du mieux qu'on peut, alors que tout le monde sait que ça ne marche pas, leur troisième voie. La vraie façon de se tenir debout, c'est de prendre des décisions par nous-mêmes. Moi, mes voisins, là, je les aime beaucoup. Vraiment, j'ai des voisins extraordinaires là où j'habite, mais jamais il me viendrait à l'esprit de leur confier la moitié de mes économies et dire « décide à ma place ». En passant, là, Lucien Bouchard a dit dans des entrevues il y a quelques mois, en parlant justement du possible référendum, il a dit qu'il va falloir que la question soit approuvée par la Chambre des communes à Ottawa. Là. Êtes-vous prêt à faire face à ça? C'est ce que Lucien Bouchard, c'est comme ça qu'il interprète la loi sur la clarté référendaire. Est-ce que vraiment la Chambre des communes va dicter au Québec quelle doit être la question? Et Jean Chrétien voulait une question claire, oui ou non à la séparation. Avez-vous commencé à vous préparer à ça aussi? Là? Oui, c'est intéressant ça aussi d'avoir entendu l'ancien premier ministre Jean Chrétien nous parler de ce qu'il y avait vraiment derrière la tête, c'est-à-dire... que peu importe ce que les Québécois allaient dire, de toute façon, on n'allait pas accepter le verdict de la population, puis on allait utiliser toutes sortes de stratégies pour que ça n'arrive pas. Comme ils l'ont fait, ça arrive encore, là. Comme ils l'ont fait d'ailleurs avant le référendum, la fameuse Lovin, là, où les compagnies aériennes, les trains, tout était gratuit. Puis 3 jours avant. On s'en va dire 3 jours avant. Mais êtes-vous prêt à faire face à Ottawa qui ne reconnaîtra pas le vote, peut-être? On est peut-être rendu loin un peu, là, mais la question va se poser bientôt. Bien, je vais vous dire une chose. Ottawa n'aura pas intérêt à elle-même entretenir des façons de faire ou des stratégies qui vont générer de l'instabilité, qui va nuire au Canada. Ce qu'on va vouloir, c'est c'est un processus ordonné, et nous, c'est ce qu'on propose. Et le fait que le Canada veuille changer les règles du jeu pour nous imposer une question, pour nous imposer une façon de faire, c'est pas comme ça que ça fonctionne la démocratie, et c'est pas ce que dit le droit international. Donc, les Québécois vont décider eux-mêmes de la question. Les Québécois vont établir le processus et à la fin, c'est le peuple québécois qui va parler. Je vous le redis, il y a plein d'expériences à l'échelle internationale. C'est pas comme si le monde n'était pas habitué à ce genre de processus-là, puis le monde ne veut pas le chaos, le monde veut un processus ordonné. C'est exactement ce que nous, on propose. Nous sommes des démocrates,
mais nous sommes des pragmatiques et nous travaillons avec beaucoup de rigueur pour démontrer ce que ça va être, non seulement la démarche d'accession à la souveraineté, mais ce que ça va nous donner comme opportunité pour nous propulser en parlant par nous-mêmes à l'échelle internationale, en s'occupant nous-mêmes de notre avenir économique, en s'occupant nous-mêmes de nos services publics, sans avoir tout le temps une main attachée dans le dos puis à se faire imposer des décisions qui ne sont pas dans notre intérêt par Ottawa. M. Paradis, je pense que les Québécois reconnaissent que vous faites une bonne job dans l'opposition. Le PQ a des bons sondages dernièrement, mais tout ce dont on parle depuis tantôt, c'est dur, je pense, pour la majorité des gens, de l'imaginer tangible, de le voir concrètement. Puis pour certains, ça peut effrayer. Je lis les textos depuis tantôt. Il y a des gens qui ont de la difficulté à s'imaginer ce que vous décrivez depuis tout à l'heure. Dans le but d'arriver à tout ça, il faut prendre le pouvoir. Mm-hmm. Où vous tracez la ligne entre élaborer, en parler, dans le but d'être très clair sur vos intentions, mais aussi pas effrayer des gens dans le but d'obtenir ce pouvoir-là, qui là vous permettrait de mettre en branle le projet. Comment vous, quand vous couchez le soir ou quand vous en parlez avec votre équipe, est où la ligne entre beaucoup en parler, mais pas assez en parler pour effrayer et pas obtenir le pouvoir? Je pense qu'il y a une soif du côté de la population de comme vous le dites, de comprendre ce que ça veut dire. Et nous, je pense qu'on propose une des démarches, ou sinon la démarche la plus rigoureuse sur l'indépendance du Québec qu'on n'aura jamais vue pour dire, ben voici ce dont il s'agit, parce que les gens ont des questions légitimes et nous, on donne dans la plus grande transparence, en faisant appel à leur intelligence, en leur disant, regardez, faisons-nous confiance parce que on a tout ce qu'il faut pour le faire, puis on a tout ce qu'il faut pour réussir. Au Québec, nous sommes des gagnants. Faisons-nous confiance. Et voici le chemin, et voici ce que ça va donner. Et en même temps, à démontrer aussi, et ce qu'on fait depuis des années, qu'on est centré sur ce qui se passe en économie, en santé, en éducation, parce qu'en même temps qu'on fait ça, on est les plus actifs sur les questions, par exemple, de ce qui se passe dans le conflit de travail à Montréal, dans les transports collectifs. On a proposé des solutions, d'ailleurs, qui ont changer la donne de ce qui s'est passé sur le terrain. On est là, par exemple, ce qui se passe avec la très mauvaise loi sur la rémunération des médecins. On est le seul parti qui est arrivé avec des propositions concrètes d'amendements. On est les seuls, pendant la nuit, qui avons proposé des amendements. On est là sur la santé, on est là sur l'éducation. Donc, c'est de démontrer, voici ce qu'on peut être, un gouvernement rigoureux qui travaille avec pragmatisme et qui vous dit, voici ce qui est le projet à long terme, celui qui va nous assurer le plus de succès à long terme au Québec. M. Paradis, le temps file, mais je veux vous amener juste en terminant sur un enjeu local, le tramway. Comment vous interprétez la situation actuelle? M. Marchand a eu un mandat assez clair, je pense, de réaliser le tramway, sauf que là, le fédéral tarde à confirmer le 40 % de financement. Il y a 1,7 milliard de disponibles, alors que le 40 % va être beaucoup plus élevé que ça. Là, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'argent à Québec aussi. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce dossier-là si vous prenez le pouvoir dans une dizaine de mois? Allez-vous aller de l'avant, mettre plus d'argent, augmenter la part du provincial? Comme député de Jean Talon, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus aujourd'hui? Nous, on a été clair sur le fait que le plan, notamment qui a été mis de l'avant par la Caisse de dépôt et placement, qui est le plan cité, qui prévoit ce que c'est vraiment, quand on veut dire le transport collectif, là, puis un réseau structurant, c'est que ça structure non seulement les transports, mais ça vient avoir un impact sur l'architecture urbaine, sur les infrastructures, sur l'aménagement, sur l'économie, parce qu'il y avait plein de gens qui attendaient de faire des investissements. C'est ce qu'on appelle un projet locomotive et nous sommes en faveur de ce plan-là. Si le fédéral ne met pas son 40 % on boucle ça comment? Alors, deux choses. D'abord, vous avez raison que le résultat des dernières élections ici dans la Ville de Québec, c'est ça le vrai sondage. Parce que vous savez, vous-même, vous m'avez souvent posé la question, oui, mais vous regardez les sondages. Le vrai sondage, là, je me souviens plus, là, mais je pense que c'est 60 % du vote pour des partis qui sont en faveur de ce plan-là. Sauf qu'on a voté 2 fois pour un troisième lien, puis il n'y a pas de troisième lien. Fait qu'il faut aussi faire attention à ça. Ah, ben j'aimerais ça savoir ça, le vote sur le troisième lien, parce que vous avez... Les deux gouvernements qui vous avez un gouvernement qui a retourné sa veste à peu près, je ne sais pas combien de fois, une demi-douzaine de fois, puis qui n'a aucune crédibilité. Mais ça veut dire qu'un vote n'égale pas automatiquement la réalisation d'un projet non plus. Là. Bon, le projet, d'abord, il est en marche. Il y a plusieurs centaines de millions qui ont déjà été investis. La Caisse de dépôt et placement et la Ville de Québec sont les maîtres d'œuvre. Le projet, il avance au moment où on se parle. Et là, vous arrivez avec le fédéral. Ça rejoint la discussion qu'on vient d'avoir. Comment se fait-il que sur nos infrastructures ici à Québec, au Québec, qu'on soit obligé d'aller quémander au gouvernement fédéral de faire sa part avec
avec nos impôts. La souveraineté ne sera pas faite avant Avec de régler nos taxes. S'il faut attendre la souveraineté pour payer le tramway, on va peut-être attendre quelques années. J'en conviens. Donc là, il On faut que le gouvernement fédéral réponde présent parce que c'est un projet qui va de l'avant et comme d'habitude, il faut quémander. Mais je vous redis, quand les gens disent « Mais pourquoi vous nous parlez d'indépendance? » Parce qu'à chaque fois qu'on parle d'un sujet, peu importe lequel, on va toujours être pris avec le fait qu'on envoie 90 milliards à Ottawa qui gaspille notre argent, puis qu'après ça, qui revient ensuite pour nous dire quoi faire, puis là, on est obligé d'attendre. Mais là, est-ce que vous êtes d'accord, vous aussi, puis allez-vous mettre l'argent? C'est notre argent, c'est nos taxes, c'est nos impôts. Le projet devrait aller de l'avant. Puis, si on n'avait pas le palier de gouvernement de trop, vous ne m'auriez pas posé ces questions-là. Parce que on s'en parlera, ça, le palier de gouvernement de trop. Est-ce que ça veut dire que tous les fonctionnaires fédéraux perdraient leur job au Québec? Ceux qui travaillent à l'Agence du revenu, par exemple, les autres ministères fédéraux, est-ce que ils s'en vont tous à la retraite? Ils s'en vont chez eux au chômage? Il y a un prochain... C'est intéressant parce que quand les gens nous disent « Oui, mais pourquoi? » C'est la question tout à l'heure. « Mais pourquoi vous nous parlez de ça actuellement? » Puis là, après ça, les médias sont impatients même sur les autres sujets. Donc, il y aura plus de détails qui viennent dans les prochains chapitres dans le livre bleu. Du livre bleu. Sur l'armée aussi, j'imagine? Pardon? L'armée aussi? Oui. Sur l'armée québécoise. Vous allez voir que ça va être très détaillé et très rigoureux, parce que là, en plus, ce qu'on donne, c'est l'essence de chacun des chapitres, mais c'est un vrai document écrit qui s'en vient, le livre bleu, qui va être dévoilé au Congrès du Parti québécois au début de 2026. Est-ce qu'il y aura une armée québécoise dans le livre bleu? Mais sur la question des fonctionnaires, il y en a un bout qui est abordé dans ce document sur les finances d'un Québec souverain qu'on a publié, je pense que c'était en octobre 2023, et qui donne déjà les grandes lignes sur le fait que, bien sûr, il y a une partie de l'expertise qui va devoir revenir au Québec, mais que non, puisqu'il y a des dédoublements, il y a des chevauchements, ça ne sera pas tous les fonctionnaires fédéraux qui vont pouvoir retrouver un travail dans la fonction publique québécoise, mais détail à suivre. Ça, c'est ce qui est déjà indiqué donc, dans les finances d'un Québec souverain, mais détail à suivre dans les prochains chapitres du livre bleu. Et l'armée, dans le livre bleu, est-ce qu'on garantit une armée québécoise? Parce que c'était pas le cas non plus en 95, c'était l'armée canadienne. Et là, mais vous voyez à quel point c'est pertinent, le livre bleu. Oui, hein? Ça fait jaser l'indépendance, en tout cas. Ça, là-dessus, vous avez réussi. Ben oui, mais donc, à suivre. À suivre. À suivre. Parfait. On vous réinvite, M. Paradis. Toujours un plaisir. Toujours des bonnes discussions. Merci beaucoup d'être Merci beaucoup à vous. Salut à tous les trois. Merci. Bonne journée. Pascal Paradis, député du PQ dans le comté de Jean Talon.